Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Semaine un peu spéciale parce que pas de très gros combats cette semaine, on va pas se mentir, on a un combat intéressant que je vais évoquer très rapidement, mais du coup on en profite pour vous faire on en profite pour faire un hors format sur un sujet qui, je pense, parle à tout le monde en ce moment et tout le monde en débat, que ce soit chez nous en France, chez les Ricains, chez les Anglais, tout le monde en parle en ce moment de ce sujet. Donc, on va faire notre vidéo, on va donner notre avis en espérant avoir le vote dans les commentaires. On va parler de l'état de la division poids lourd aujourd'hui, qui est aussi beau que bordélique. On va dire ça comme ça. Alors, je suis accompagné, comme d'habitude, de mon compère de toujours, Kabir. Bonjour Kabir. Bonjour Dylan, bonjour à tous. Ouais, comme tu le disais, une semaine un peu moins chargée que les dernières qui étaient exceptionnelles. Donc on va justement faire une petite revue sur les poids lourds parce qu'il y a des choses à dire. Bah voilà, il y a plus de choses à dire. Je fais juste petit aparté. Le combat de ce week-end, ça va être Zayas contre Teixeira. Zayas, c'est le petit prodige de chez Top Rank, portoricain, chez les Super Welter. 18-0, 18-0, 12 KO. Très bon combattant, plein de promesses. On va pas faire encore une fois, juste j'en parle très vite fait. Si jamais vous avez vraiment envie de regarder de la boxe ce week-end, qu'on vous a piqué avec toutes nos vidéos, parce qu'on voit vos commentaires qui disent que vous vous êtes mis à la boxe grâce à nos vidéos, donc Merci beaucoup. on pouvait pas faire mieux parce que c'est pour ça qu'on fait ça en fait. C'est pour parler de boxe et pour essayer de vous partager notre passion et potentiellement que vous rejoigniez la secte boxe. Donc ça nous fait vraiment plaisir. C'est les plus beaux commentaires que vous puissiez nous faire honnêtement. Donc on est très touchés. Je tenais à le dire parce que j'ai passé pas mal de temps hier à lire les commentaires, à répondre à certains, etc. Je voulais le dire en vidéo. Merci beaucoup de votre accueil et merci beaucoup de votre suivi et de nous dire vraiment qu'on vous a piqué, qu'on vous a hypé, donc ça fait plaisir. Donc si vous voulez quand même regarder de la boxe anglaise ce week-end, il y a ce Zayas Teixeira, ancien champion des Super Welter intérimaires WBO, plutôt bon combattant, sur une fin de carrière, il a 33 ans, mais il a un nombre de guerres incalculable au compteur, donc c'est un mec qui a commencé très jeune. Ça va être, il est plutôt en fin de carrière, c'est plutôt pour s'accrocher un gros nom. Il y a eu 3 défaites, 3 victoires. Enfin, c'est compliqué Teixeira, donc c'est plutôt pour que Zayas puisse s'accrocher un gros nom à son palmarès et monter d'une marche. Ouais. En espérant effectivement que Zayas tienne toutes ses promesses. Il a que 21 ans, donc il a l'avenir devant lui. Il est signé chez Top Rank depuis qu'il a 16 ans, donc c'est vraiment, ils ont vu en lui beaucoup de potentiel. Il est double champion national. Enfin, c'est double champion des États-Unis aussi. C'est un excellentissime boxeur. Plein de promesses, plein de talent. 21 ans, donc il n'est pas encore parfait évidemment. C'est un diamant brut. On espère vraiment le voir aller loin et le voir croiser la route de grands combattants dans le futur et être sur des très grosses cartes. Il est déjà en main event d'une carte Top Rank au Madison Square Garden, donc c'est pas mal. Ouais. À 21 ans, ça a déjà de la gueule. Donc voilà, si vous voulez regarder de la boxe, il y a ça. Pareil, hein, c'est comme d'habitude, vous connaissez les horaires américains. Maintenant, c'est des ring walks aux alentours de 5h30, 6h du matin, quoi, à peu près. Il y a de l'UFC ce week-end ou pas? Bah oui, Ouais. il y a Imavov ce week-end. Il y a Imavov qui est contre Cannonier et il y a aussi du coup Taylor Lapillus qui revient aussi sur le ring, donc ça va être sympa. Dans la cage. C'est ça. Alors vous pouvez voir Taylor parce qu'il est en early prelim, donc vous pouvez voir Taylor et quand même voir le combat de Zayas. Je pense que Imavov contre Cannonier, ça va se croiser, Ouais. je pense, avec Zayas Teixeira. Donc voilà. Mais ça risque d'être quand même un beau combat. Attention. Oui, On en parle très vite fait parce que ça a pas l'ampleur de voilà et ça mérite pas une vidéo de 20 minutes entière dessus. Je pense que Zayas, on sera amené à faire des vidéos de 20 minutes sur lui parce qu'il va être amené à headline des très grosses cartes dans les années à venir. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est une jolie carte, Top Rank, au Madison Square Garden. Donc, si jamais vous voulez regarder de la boxe ce week-end, c'est le combat à regarder. Oui. Parce qu'il y a 1 milliard de combats à travers le monde tous les week-ends. Hein. La boxe, c'est vraiment... c'est pire que le MMA. Hein. De la boxe, il y en a partout dans le monde tous les week-ends. Vous pouvez aller sur Internet, choper ces combats-là. Ils sont tous diffusés sur des sites ou sur Facebook Live et tout. De la boxe, il y en a tout le temps, en permanence, même la semaine d'ailleurs. Mais là, c'est le gros combat du week-end. Donc, s'il y a de la boxe à regarder ce week-end, c'est bien ce Zayas Teixeira. On passe au sujet, au vrai sujet. Alors, j'ai pas donné la parole à Kabir, hein, c'est parce qu'on fait pas d'analyse technique, rien, là, c'est tout droit. Là, maintenant, on parle du vrai On va sujet. débattre là. Là, on va débattre parce qu'on n'est pas d'accord sur tout en plus, donc c'est cool. Alors, l'état de la division poids lourd. Je vous fais un résumé extrêmement rapide pour que tout le monde soit à jour sur les mêmes bases. Il y a les deux monstres de la catégorie qui s'affrontent en ce moment, hein, qui se sont affrontés le 18 mai dans un combat historique, déjà culte, magnifique. Enfin, plus de superlatifs moi pour ce combat. Donc Fury et Usyk. Usyk est actuellement l'empereur de la catégorie, le champion undisputed.
et Tyson Fury qui, assez unanimement, est considéré comme le mec juste derrière lui, vu le combat auquel on a eu le droit. Ouais, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Donc il y a ces deux-là, et du coup il y a un rematch qui est prévu pour le 21 décembre. Ce rematch va évidemment couronner soit définitivement Usyk comme le plus grand poids lourd de cette ère, même si on peut tous s'accorder à dire que c'est déjà un peu le cas quand même, vu son palmarès. Il a que 5 combats chez les poids lourds, mais mon Dieu, quels 5 combats 6 combats, pardon. 2 fois Joshua, 1 fois Dubois, 1 fois Fury. Bon, je pense que là, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, même Chisora, assez impressionnant aussi. C'est sûr. Ouais, bravo monsieur. Hein. Et puis bon, sans parler de son run amateur et de son run chez les cruisers, mais juste en poids lourd déjà. Bon, il a pas fait assez de combats poids lourds pour qu'on puisse parler de lui comme un des plus grands poids lourds de tous les temps. Par contre, on peut parler de lui comme un des meilleurs boxeurs pound for pound de tous les temps. C'est différent, et ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est pas un des plus grands poids lourds de tous les temps parce que c'est pas comparable avec un Joe Louis, un Mohamed Ali, des mecs qui ont fait toute leur carrière en lourd, évidemment, c'est incomparable. Mais respect à lui. Donc lui, c'est l'empereur. Fury, c'est le prétendant. Il y a ce rematch. Donc la KT est techniquement bloquée, entre énormes guillemets, sur ce qui se passe en dessous, parce qu'il y a un prétendant assez clair, et en même temps pas tellement. Ouais. C'est Anthony Joshua, qui est unanimement considéré comme le numéro 3 de la catégorie, qui sort de 2 très belles victoires, même si on en parlait avec Kabir la dernière fois, c'était pas l'opposition non plus que Anthony Joshua mérite. On va pas se mentir, que ce soit peut-être Otto Wallin, c'est un gaucher, il est un peu compliqué, mais là il était vraiment pas dans ses pompes, Otto Wallin, ce soir-là. Oui, c'est ça. Donc voilà, il n'était pas à son niveau, qu'on l'a vu contre Fury par exemple. Hein. Et c'est pas tellement que Fury avait fait un mauvais combat contre Wallin, c'est que Wallin avait été très bon contre Fury surtout. Joshua numéro 3 de la KT, assez unanimement considéré, hein, qu'il a combat en septembre à Wembley, ça pareil c'est une certitude. 22 ou 23 septembre, on ne sait pas encore si c'est un vendredi ou un samedi parce que ça va dépendre des événements sportifs qu'il y a autour, hein, notamment du foot, etc. Et là, c'est là où la question la plus importante de toute la catégorie se pose. Contre qui il combat à Wembley en septembre? Donc, en dessous de ces trois-là, qui sont, si vous voulez, il y a quelque chose de prédestiné. Joshua, s'il gagne ce combat en septembre, il combattra contre le vainqueur de Fury Usyk. Il y a quelque chose de très prédestiné qui est écrit dans le marbre et personne s'en cache. Je veux dire, ni les promoteurs, ni les Saoudiens, personne s'en cache. C'est pas qu'on voit Joshua à chaque événement à côté d'Eddie Hearn pour. Qu'il est au premier rang en Arabie Saoudite. On sait ce qui se passe. On sait très bien qu'il est poussé par le management, de l'écurie pour pouvoir derrière avoir son combat. Sauf que, effectivement, ce que tu dis, c'est que derrière, il y a pas mal de monde qui se bouscule. Ah, et c'est là que ça devient compliqué parce que, alors derrière, et nous on prend le classement The Ring comme référence, The Ring Magazine, qui pour nous, ce qu'on disait en off avant, est le classement qui fait foi encore aujourd'hui. Je pense que c'est le classement le plus solide, encore en 2024. Hein, ça fait 100 ans que c'est le classement le plus solide, The Ring Magazine. Bon, à un moment donné, on va leur rendre ce qu'il aurait dû. Donc en numéro 4, on a Joseph Parker, qui est actuellement, et ça a son importance, champion intérimaire WBO. Ouais. Ça a son importance. Juste en dessous, on a Gilles Zhang, qui sort d'une victoire monstrueuse contre Wilder et d'une défaite décevante, mais il envoie quand même 2 fois au tabi Joseph Parker, le mec juste au-dessus. Oui. Voilà, ça c'est pareil à noter. On a ensuite, en 6e position, Agit Kabayel, qui sort d'une victoire monstrueuse contre Frank Sanchez sur la carte de Ring of Fire, et qui, juste avant, avait aussi battu Makhmoudov. Donc un mec qui, coup sur coup, met KO assez rapidement plus dans le combat, 2 mecs considérés comme des épouvantails. Il a coupé de hype. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a déraillé 2 trains. Voilà. Ouais, donc lui, et d'une simple, c'est simple, efficace, c'est propre. Enfin, Kabayel, c'est très solide et il a 26 ans, je crois. Donc là, on commence à être dans un mec qui est particulièrement jeune parce que Zhang, juste au-dessus, il a 41 ou 42. Donc voilà. Juste en dessous, à la 7e place, on a Daniel Dubois, qui sort de 2 victoires très convaincantes pour le coup. Qui sort d'une victoire magnifique contre Filip Ergovic, bluffante. On vous l'a débriefé dans le 5 versus 5, mais bluffant. Dans laquelle on a pu voir qu'il s'est encore amélioré et qui lui aussi est très jeune, 25 ou 26. Donc on a pu voir qu'il a quand même aussi pas mal progressé par rapport à sa dernière opposition face à Usyk. Et sachant que rappelez-vous qu'il a combattu Usyk, qui est l'actuel champion, et il a pas démérité. Il s'est pas fait rouler dessus pendant 8 rounds, même s'il a perdu. Non, il a eu ses moments. Il a eu ses moments et il a quand même donné un peu de fil à retordre au numéro 1 de la KT actuelle.
Donc voilà. Ouais, puis ça montre à quel point Usyk est fort aussi, quoi. Parce que ce qui s'est passé contre Usyk, tout le monde a dit bon bah Dubois il est pas au niveau et tout. Je crois que vraiment il faut pas et c'est pareil pour Joshua. Je crois qu'il faut absolument pas caler le niveau des gars par rapport à leur performance contre Alexander Usyk, parce que à part Fury qui a fait un vrai combat contre Usyk extrêmement compétitif. Et qui a quand même perdu. Et encore une fois, nous on est d'accord avec le résultat. Hein. On avait tous les deux 115-113 ou 114-113, je sais plus. Enfin, c'était très serré, mais on était tous les deux d'accord pour dire que c'était Usyk qui avait gagné, y a pas de souci. Oui. Mais à part Fury qui lui a donné vraiment le combat le plus difficile de sa carrière poids lourd, du moins, parce que Brady, c'est peut-être. Ouais, Brady et Fury, les deux combats les plus difficiles de sa carrière. Ouais. Honnêtement, je pense que comme pour Joshua, dire qu'il est fini parce qu'il perd 2 fois contre Usyk, je crois juste qu'Usyk, on se rend pas compte à quel point c'est un extraterrestre. Mais après, il est trop fort. Comme on se le dit souvent, c'est souvent des réactions qui sont liées à cette culture de l'instant qu'on a dans les sports de combat au global, qui font que 2 invaincus se boxent, ils font une guerre nucléaire. Si celui qui perd, il est surcoté. Donc c'est une des premières on le voit réactions. beaucoup passer avec Fury là. Mais très rapidement, 2-3 jours passent et puis on se rend compte qu'effectivement les deux combattants sont méritants. Et Daniel Dubois, justement, je pense que c'est intéressant de voir l'évolution qu'il a eue au fil des combats, parce que justement, ce qu'on se disait dans les previews, c'était que dans ses précédents combats, on avait vu des failles dans l'armure, mais rapidement, surtout mental, effectivement. Ouais. Et on a vu qu'il les a corrigés face à un Hrgovic qui était très 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 dur. On rappelle, Hrgovic, c'est un combattant qui finit souvent ses combats par KO et qui boxe, comme on disait, un peu sale, qui frappe vraiment dur. Et on a vu que les 3 premières reprises étaient difficiles pour Dubois. Il a été touché même mentalement. On se rappelait du premier de l'inter-round. Moi je pensais qu'au 3e c'était fini. Hein. Ouais, c'est ça, l'inter-round entre le 1 et le 2 où son père lui parle, son père qui est assistant coach. Et il écoute même pas, il est un peu dans le gaz et puis il revient un peu d'entre les morts avec beaucoup de ressources et finit avec la manière. Donc non, franchement... Une grosse renaissance de Dubois qui prend un titre IBF intérimaire, donc c'est ça, qui rentre dans la photo globale de ce qui se passe. Exactement. Et on va en parler juste après. Je pense de aussi tous les enjeux liés aux ceintures, parce que bien qu'on ait un champion incontesté, il y a des petites ceintures vacantes qui traînent par-ci et là, et ça peut impliquer des match-ups, des combats qui amèneront des mandatories, etc. Et on va redistribuer. Il y aura beaucoup de cartes qui vont être redistribuées, je pense, dans la prochaine année et les 18 prochains mois, clairement. C'est sûr, c'est pour ça. À la fin du classement, c'est là où on va partir là-dessus. Ensuite, en dessous de Daniel Dubois, on a Jared Anderson. Donc Jared Anderson, il y en a peut-être moins d'entre vous qui le connaissent parce que c'est très américain. C'est-à-dire, il n'est pas encore arrivé en Europe, entre gros guillemets, évidemment. Mais c'est très américain, c'est 17-0, 15 KO. Pas comment dire, pas vraiment d'adversité pour l'instant. Donc on sent que oui, il y a quelque chose chez Jared Anderson. On sent qu'il y a du potentiel. Maintenant, moi je sais pas trop quoi en penser de Jared Anderson, j'avoue. Ouais, en parlant en off, effectivement, il a pas encore eu, on va dire, l'occasion de faire son trou entre guillemets, et c'est étrange parce que c'est un combattant qui est monté assez vite dans des très grosses cartes et qui à l'inverse par exemple d'un Daniel Dubois qui lui a déjà eu des opportunités pour le titre. Sa dernière opposition c'était contre Riyad Merhi, le Belge, donc un très beau combat au passage, mais effectivement mais typiquement, Riyad Merhi en battant qui était un champion cruiser et tout, donc c'était déjà un nom, mais en battant Yoka il a continué à construire son nom chez les poids lourds, on va dire. Parce que Yoka, qu'on l'aime pas, vous en pensez ce que vous voulez de Tony Yoka, mais champion du monde amateur, champion olympique, le mec c'est un nom. Oui, bien sûr. Dans la boxe poids lourd, malgré on va dire, c'est les embûches qu'il a rencontrées dans sa carrière pro. Donc ça a continué à construire le nom de Riyad Merhi, et donc Riyad Merhi a pu avoir ce combat contre Jared Anderson en territoire hostile, une deuxième fois, puisque Yoka c'était à Paris et Anderson c'était aux États-Unis. Il a pas démérité Riyad Merhi, effectivement, qui est un excellent combattant, mais Jared Anderson un peu trop grand, un peu trop fort, un peu trop sûr de lui, un peu trop tout, voilà, pour Riyad Merhi. Mais on attend de voir pour Jared Anderson, et pour moi pour l'instant, et on va en parler après sur qu'est-ce qui se passe maintenant à partir de ça. Je pense pas que, pour moi il fait pas partie du paysage pour l'instant pareil, de l'élite, on va dire. Si on déroule encore, on verra qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a 2-3 noms qui, je pense, ne sont pas ou plus, en tout cas, dans la grosse course au titre, ça c'est sûr, mais même dans les grosses oppositions qu'il pourrait y avoir entre les poids lourds, c'est compliqué. Mais après, Jared Anderson, je pense que c'est encore un peu prématuré, qu'il lui faut encore quelques combats, en tout cas quelques gros noms à ajouter à sa liste de KO, et puis ça puis de toute façon ils l'enverront pas
ils l'enverront pas contre Non. contre un gros, enfin contre un quelqu'un de dangereux pour l'instant. Ils Pourront continuent lui à le mettre, construire un peu comme ils ont fait avec Wilder. ouais, ils pourront lui mettre des poids lourds, pour le justement coup. des gros noms poids lourds qui ont boxé, enfin Oui, qui sont sur une fin de carrière. oui, c'est On en ça. parlera plus tard, mais effectivement, je le vois pas en tout cas continuer à monter dans les Non, pour l'instant, rankings, en c'est tout pour cas l'instant assez haut, quoi. bon, Et pourtant, c'est on verra. paradoxal parce que quand tu regardes les classements, lui, il me semble Boxrec, il est dans le top 10 aussi. Donc tu te dis, Ouais, bah après, bon, Boxrec, mais chez The Ring, déjà, il est 7ème, donc 8ème, parce que le champion compte pas dans les classements, enfin, vous avez l'habitude de ça. Donc, il est 8ème au classement de la catégorie. Juste derrière lui, et c'est là où pour moi ça commence un peu à se péter la gueule, le classement. Juste derrière lui, on trouve Joe Joyce, ouais. qui pour le coup, c'est marrant parce qu'il a suffi de 2 combats contre Gilles Jang pour que Joe Joyce perde absolument toute sa hype, toute sa crédibilité, tout ce que vous voulez, puisque Joe Joyce était vraiment considéré. Alors ça va surprendre ceux qui commencent à suivre la boxe, hein, mais Joe Joyce, il y a très exactement 2 ans, Avant le Covid. Avant le il Covid. était, mais même après, hein, à la fin du combat entre Chisora et Fury, Joe Joyce est considéré comme le numéro 3 mondial des poids lourds. La preuve, quand il y a le face-off Fury-Usyk, Joe Joyce est invité aussi dans le ring, il y a un face-off à 3. Parce que ils sont considérés comme le trio de tête, et Joe Joyce est considéré comme l'épouvantail qui va aller chercher tout le monde après sa victoire magnifique contre Daniel Dubois, faut le dire. Après sa victoire extraordinaire contre Joe Parker. Ouais. Vraiment extraordinaire. Sauf qu'en fait, depuis, Parker a tout repris en main. Il est sur des victoires monumentales. Enfin, enchaîner Wilder. Alors Wilder, maintenant, bon, on en parlera aussi, mais enchaîner Wilder et Zhang, c'est pas mal en termes de run. Et Joyce, depuis, il perd 2 fois contre Zhang. Il a une victoire, mais encore une fois, c'était plus une victoire de rebond contre un adversaire. Anecdotique, on va dire ça comme ça, sans manquer de respect évidemment aux boxeurs, mais et là il combat contre Chisora en juillet. Ouais. Donc Joe Joyce, le fait qu'il combatte contre Chisora, pour l'instant on va en parler après façon ça, mais ça complique pas mal la suite, je pense. Ouais. Derrière on a Ergovic qui vient de sort perdre. du coup d'une défaite assez de toute façon les classements sont pas encore à jour, hein, parce qu'ils sont mis à jour une fois par mois, mais Ergovic qui sort d'une défaite assez assez unilatéral, et surtout qui a montré toutes ses failles qu'on avait déjà vu contre Zhang. Mais contre Zhang, il avait des excuses entre guillemets avec la mort de son père et le camp d'entraînement du coup qui avait pas du tout été au bout. Enfin voilà. Ouais, là, on a vu ses limites. On a vu qu'il est feignant en fait, parce que honnêtement, c'est sa feignantise. Il a pas le cardio, et surtout, il y a un moment où ça fait comme Zhang, c'est-à-dire Zhang, il est feignant entre gros guillemets, c'est-à-dire c'est le mec qui envoie le moins de coups de toute la boxe, mais Zhang il est patient, il ménage l'effort en fait, il parce qu'il sait qu'il a pas de cardio. Lucide. Alors qu'Ergovic, au-delà de la fainéantise, ça a été un peu il a été en mode c'est tout ou rien, sauf que tout ou rien sur un combat de 36 minutes, c'est compliqué. Ouais, et puis contre un mec qui est solide en plus c'est bien en face de lui, un quoi. round, 2 rounds, 3 rounds, et on l'a vu, hein, après le 3e Ergovic, c'était très 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 compliqué, même dans les dès que Dubois fait des ajustements, c'était foutu en fait. Parce que déjà même quand il est à 100% sur le plan technique, on est loin du haut du panier, bien que Usyk et Fury soient des extraterrestres, mais en tout cas on est loin de très très bons boxeurs, et c'est là où on se rend compte que c'est uniquement sur sa puissance qu'il a pu bâtir son palmarès, et c'est tout à son honneur bien sûr, mais là on a rapidement vu avec Dubois qu'il a été vite outclassé par un combattant qui était capable de se composer, de ménager son effort et de pouvoir tenir et supporter les gros assauts, parce que Dubois, on rappelle, hein, il a un bon menton en adamantium, et on a vu derrière ses limites, puisque dès le 4e round, on a vu Dubois qui renversait la tendance et qui l'a massacré, littéralement. Il a vraiment allé très très fort. Ergovic, c'est 1-2. Il fait pas de combinaison, c'est toujours un 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Donc c'est passé en fait pendant le premier round, et Dubois il a compris au bout d'un moment. Et tu vois, on en avait parlé, je rebondis sur notre ancienne vidéo dans laquelle justement on disait que t'es pas obligé de boxer en combinaison pour faire des dégâts chez les poids lourds. On pense à Foreman, mais derrière Foreman, c'est pas non plus quelqu'un qui sait pas boxer. Je pense que c'est justement c'est ça tout le sujet. Ouais, quelqu'un qui était tellement fort qu'il avait pas besoin de boxer. C'est un peu différent. Oui, mais quand c'est différent. Il savait très bien boxer, voilà. Mais il frappait tellement fort qu'il avait pas besoin d'envoyer des combinaisons. Tu vois, et Ergovic, c'est différent. C'est quelqu'un c'est un combattant qui a beaucoup compté sur sa puissance et sur le fait qu'il soit très très dur. Et on l'a vu, passer 3 rounds, c'était compliqué. Et j'étais surpris parce que je me suis dit que ça durerait, ce style-là, son style offensif, il durait plus longtemps, mais contre Dubois, il a vraiment pas tenu. Et non, il n'y a pas de cardio là. C'était vraiment... Je pense que la suite pour lui, on verra les mises à jour de classement, mais
il aura plus beaucoup d'opportunités de pouvoir titiller le top 10. En tout cas, il va pouvoir être un bon gatekeeper, comme on dit. En tout cas, Non, ça va être compliqué pour lui, là, effectivement. Mais sinon, choper la ceinture avec tous les tueurs qu'il y a au-dessus, ça va être très compliqué. Ouais, surtout que bon, Hrgović, pareil, il a une belle carrière amateur, il a été récompensé dans tous les sens et tout, mais là, c'est vrai qu'il est il est plus sur la fin que sur le début. Donc là, typiquement, il a perdu sa ceinture IBF qui lui garantissait un title shot s'il était patient, quoi. Et après, derrière, on a Efe Ajagba, qui est, moi, j'adore Efe Ajagba, sauf que effectivement, il est champion WBC Silver. Et contrairement à ce que ça pourrait vous laisser penser, la WBC Silver, c'est un titre qui était là pour remplacer le titre WBC intérimaire, tout en ne garantissant pas de title shot. Donc, la WBC Silver, c'est exactement comme le titre WBC intérimaire, sauf que vous n'avez pas de title shot garanti, vous devenez pas mandatory. Donc, c'est juste une ceinture, comme c'est le faire à la perfection la WBC, qui est là pour prendre des frais, pour que le combat soit sanctionné et que les combattants payent des frais. À chaque fois qu'une ceinture est mise en jeu d'une fédération, vous êtes le combattant pour défendre sa ceinture et le combattant qui combat pour la prendre est obligé de dépenser de l'oseille de sa bourse en frais à l'association / organisation / fédération. À but non lucratif, on le rappelle. Voilà, à but non lucratif, évidemment. Skip. Donc, mais évidemment, enfin bon, pour avoir croisé Maurice Souleiman qui mangeait tous les midis à l'hôtel Hilton à Riyad, le côté organisation à but non lucratif, on a pris un coup quand même, je vais pas vous mentir, et qui à chaque fois il disait, à chaque rendez-vous à la fin, il disait c'est pour moi. Et il barrait se payer, je sais pas s'il paye avec sa carte perso, avec la carte de la WBC, mais enfin bon, bref. Donc c'est vrai que c'est juste pour prendre de l'oseille cette ceinture. Donc Efe Ajagba, clairement, il a pas la promotion qu'il mérite et il est là dans le classement. C'est un excellent poids lourd, mais il aura pas non, malheureusement, shot à l'élite. Voilà. Et justement là pour rebondir justement sur là on est sur le top 10, mais il y a aussi des grands absents et je pense que c'est important. Je voulais qu'on en parle. Je pense à Martin Bacolé qui est lui aussi classé à la WBC, pardon, il est 10e, classé 10e à la WBC et on en parle souvent et j'aime mettre la lumière sur ce combattant parce que c'est vraiment un combattant que je veux voir au plus haut niveau parce que il est déjà au plus haut niveau sur le papier, mais personne ne veut l'affronter parce que il y a pas d'autre. Attends, il est premier. Il est premier WBA. Ouais, et 10e WBC. Il est 14e IBF. Ouais, il est classé quasi partout et donc voilà, pour moi c'est vraiment un top combattant poids lourd et c'est quelqu'un qui pourrait vraiment faire causer de gros problèmes à une bonne majorité du top 10 qu'on vient de vous présenter il y a à l'instant. Et il n'est pas dans le top 10 de ring, mais bon, il fait partie des mentions honorables. Et on peut lancer le débat entre Bacolé et Ajagba. Bacolé. Tu vois, pour moi aussi, c'est Bacolé. Je pense qu'on est d'accord. Mais bon, le truc, c'est que malheureusement, il n'a pas eu d'opportunité de grosse ceinture pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder, je pense, au vu de son classement. Mais c'est un peu comme Gilles Jean, que c'est des combattants qu'on veut pas trop affronter. Parce que c'est pas assez gros nom. Ouais, c'est ça, quand on les affronte, il y a concrètement malheureusement au-delà de l'aspect sportif, il y a beaucoup de luttes financières qui font que des noms comme Gilles Jang, des noms comme Martin Bacolé sont des combattants qui ont tout le mérite et qui ont toutes leurs chances d'être champions du monde, mais qui n'auront peut-être pas forcément autant de chance dans le matchmaking que certains autres noms, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que Martin, il prend entre guillemets de l'âge. Enfin, ça avance quoi, petit à petit. Là, il a 30 ans. Ouais, et puis c'est vrai, il a un physique qui est particulier. Bacolé, ça fait partie de ces gars. C'est un peu comme Fury. Faut pas qu'il reste inactif trop longtemps parce qu'il se laisse énormément aller quand il est pas encore en entraînement. Il y a quelques années, c'est des beaux vivants, c'est des bons vivants. Et... Ouais, voilà, mais du coup, il se laisse aller. Donc c'est vrai que c'est compliqué. À chaque camp, en fait, ils doivent reperdre le poids et se remettre en forme quasiment en partant de zéro. Ouais. Et c'est pour ça que Fury a fait un aussi beau combat aussi. C'est parce qu'il était dans une condition physique impeccable. Parce que ça faisait 7 mois ou 8 mois qu'il était en camp et qu'il avait une hygiène de vie nickel en fait. Oui, bien sûr. Donc, après, voilà. J'ai aucun doute. Quand ils sont hors camp, sur les prochains, faut juste lui donner des opportunités. En fait, il est vraiment. Il a accroché de très beaux noms. Il a battu Yoka, il a battu Takam. Et le truc, c'est que. Faut le laisser actif, en fait. Outre-Atlantique, malheureusement, on lui donne pas d'opportunité. Je sais pas. Non, mais il faut un combat contre Dillian White ou un truc comme ça. Et c'est là, je pense que c'est la bonne transition. Il faut se dire,
pour essayer de faire combattre les meilleurs. Qui devrait boxer qui? Je pense que déjà la première question, il y a des combats qui sont sûrs, tu le disais, Usyk Fury forcément, mais Joshua, on a eu le débat, mais bon, en vrai, je sais que tu as raison, mais j'ai pas envie. Il y aura Joshua certainement, très très certainement, même très 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 certainement, Joshua contre Dubois. Là, pour le coup, c'est sûr parce que ça a été quand même particulièrement martelé, on va dire, ouais, c'est ça. donc par les promoteurs, etc. Donc c'est effectivement ce que j'avais annoncé, mais bon, je n'étais pas le seul, on était assez nombreux à y croire à cette théorie. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Là, ce qui se passe maintenant, ce qu'on va essayer de faire avec Kabir, c'est de faire un matchmaking en fait du futur, pour voir dans quel sens la catégorie peut bouger. Alors pour l'instant, tout ce qu'on va vous dire, c'est soit de la théorie, soit c'est des rumeurs ou des interviews, des trucs qu'on a eu dans les interviews et tout, donc on expliquera à chaque fois d'où ça vient. Soit juste c'est nous qui partons dans une théorie fumeuse ou pas. On attend évidemment vos théories et vos avis en commentaire comme d'hab, qu'on lit et auxquels on essaie de répondre le plus souvent possible. Alors, Joshua qui est ce numéro 3 là, qui est ce challenger de toute façon au champion entre Usyk et Fury. Alors il y a deux cas de figure déjà à partir de là. On va partir du haut de la pyramide. Il y a deux cas de figure. C'est Usyk gagne le rematch contre Fury. Et Fury du coup a plus trop grand chose à espérer parce qu'il aura pas une troisième chance, même si le deuxième combat est aussi serré que le premier, il y aura pas une troisième chance, et donc ce serait potentiellement Joshua contre Usyk l'idée. Sauf que est-ce que Joshua Usyk 3, vu comment on tournait les deux premiers, ça intéresse les gens? Peut-être pas trop. Je pense donc pas. Si Fury gagne, la Fury Joshua pour toutes les ceintures à Wembley, c'est évidemment le rêve des promoteurs, le rêve des Saoudiens, le rêve de beaucoup de fans. Moi, j'avoue que c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir avec l'enjeu des ceintures, mais j'ai pas envie de voir Usyk perdre non plus. Donc tout est. Ah. Et pourtant, j'ai le t-shirt, de Tyson Fury aujourd'hui, mais j'ai pas envie de voir Usyk perdre. Ce qu'on peut se dire, c'est que si Usyk gagne et s'en va, parce que je pense pas qu'il aura forcément beaucoup de combats à faire encore. Je pense pas. Il a pas besoin de faire une trilogie. En fait, il a déjà fini le jeu, donc là, il est juste en train de faire un New Game Plus en donnant sa revanche à Fury. C'est ça. Et si le combat est c'est un combat très très serré. On va le rappeler bien sûr. Oui. Mais si le combat tourne encore en sa faveur, mais il a pas de raison de faire Joshua 3. Il a déjà battu Joshua sur 24 rounds, il en a gagné 20. Bon, au bout d'un moment, voilà. Il a battu Joshua 2 fois, donc pourquoi je vois pas. Il n'y aura pas de Joshua. En 2 combats contre Fury, il va prendre 200 millions de dollars quasiment. Je pense qu'il n'a pas besoin d'oseille non plus. Il n'a pas besoin d'écorner sa legacy. Donc effectivement, pour moi, si Usyk gagne, il part vers le coucher du soleil à cheval, et c'est magnifique. Il pourra faire peut-être un dernier fight, mais je vois. Il a même pas besoin, il aura fini le jeu, donc je pense qu'il arrêtera. Et puis il a 38 ans maintenant, Usyk et tout. Bon voilà. Non, le temps donc potentiellement Fury Joshua à Wembley, pareil, hein, Fury après 2 défaites contre Usyk peut aussi partir à la retraite, mais c'est une possibilité de faire le combat contre Joshua parce que, comme on le dit à chaque fois, ce serait le combat le plus lucratif de l'histoire de la boxe, de l'histoire de tous les sports de combat, de tous les sports même d'ailleurs, parce que là c'est un combat où c'est un coup à prendre 200 millions chacun, pour vous donner un ordre d'idée à peu près, si ce n'est plus. Si c'est effectivement, si Usyk est parti à la retraite, les ceintures seront rendues vacantes. Et là, chaque fédération fait absolument ce qu'elle veut. C'est pour ça que Joshua, et c'est exactement pour ça qu'Eddie Hearn et Joshua poussent dans un sens, c'est un combat contre Daniel Dubois en septembre à Wembley. Parce que si Joshua remporte ce combat, il devient champion intérimaire IBF. Donc il se garantit un title shot IBF. Donc, si la ceinture IBF est rendue vacante par le départ de Usyk, il a un title shot. Le prochain title shot des 4 ceintures unifiées, c'est quand même l'IBF. Donc même si Usyk part pas à la retraite, si Fury gagne, peu importe, en fait, il est sûr, Joshua, en battant Dubois en septembre, il est sûr et certain d'avoir un title shot. Ouais. Parce que Joseph Parker, qui serait un magnifique rematch, Joseph Parker contre Joshua, à l'époque, Parker a été champion WBO, Joshua l'avait battu à la décision, ce qui était une première pour Joshua, donc c'était pas rien quand même. Parker avait juste été dépassé, il était jeune, il était encore très jeune. Sachant que Parker, là, aujourd'hui, Parker, c'est plus... Oui, voilà, c'est plus même Parker. Intérim, pardon, je précise. Et aujourd'hui, il a la WBO intérim Parker. Et donc, on pourrait avoir un rematch Joshua Parker. Sauf que la ceinture WBO a été défendue
il n'y a pas si longtemps dans la boucle. Donc la prochaine, c'est l'IBF. Donc le plus intéressant, vraiment, c'est l'IBF contre Dubois, un combat 100% britannique à Wembley. Enfin, il y a tout qui s'écrit pour que ce soit Dubois. Et effectivement, là, ça a été confirmé par Eddie Hearn qui expliquait qu'il poussait pour un Joshua Dubois, que les négociations avaient bien commencé. Est-ce que ce serait pas la tête d'affiche de Queensberry versus Matchroom 2, comme je l'avais dit? Apparemment, peut-être pas, parce que Queensberry contre Matchroom 2 serait peut-être plutôt en octobre ou novembre. Quand même en Angleterre, donc je trouve ça bizarre qu'ils en profitent pas pour le faire en septembre avec cette méga tête d'affiche Joshua Ça fait 2 fois plus Dubois d'argent. qui se vend tout seul. Après ouais, mais après les Saoudiens, bon, tu sais, je vois que argent illimité. Donc ça on va dire c'est ce qui se passe tout en haut de la KT. Mais juste en dessous, donc on va reparler de Joseph Parker. Il y a des gars qui déméritent pas. T'as Joseph Parker, t'as Gilles Zhang qui ont déjà fait leurs preuves. Donc rematch Parker-Zhang, mais en même temps. Zhang, je pense, prochain combat, d'après les rumeurs en Chine. Donc tu me confirmes. Voilà. Mais donc, voilà. bon, Zhang en octobre, apparemment. Ouais. Donc Zhang prochain. Là, on se projette allez, 1 an, voire maximum 1 an et demi hein, pour l'avenir de la KT. Donc Zhang, il boxera dans 6 mois en Chine. Donc moins de 6 mois d'ailleurs. Donc je le vois pas boxer Parker pour l'instant. Parker qui boxe cet été et qui boxera. Enfin, faut voir horizon de combat. Mais pas certain. Et Parker, c'est pareil, Parker contre qui Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça qui est terrible. Ça pourrait peut-être se faire, mais parce qu'ils veulent aussi pousser Kabayel, parce que Parker, on rappelle, il a la WBO intérimaire. Donc on a encore ce système de se dire, bon, on peut faire de Agit Kabayel un champion du monde face à Joseph Parker, qui est quand même un excellent boxeur. C'est pour vraiment si on veut faire combattre les plus hauts du classement, parce que sinon, si on reprend tous les classements, et que ce soit Ring ou même les classements des fédérations indépendantes, Kabayel, c'est aussi un combattant qui est très haut et qui est souvent poussé pour combattre dans les cartes même saoudiennes, et pareil pour Parker. Donc moi je trouve pas ça délirant qu'on puisse avoir pas forcément cette opposition directement, mais horizon moins d'1 an, 1 an et demi, ce serait 2 combattants qu'on pourrait voir, parce que ça permettrait à Parker même s'il est déjà dans la course au titre, entendons-nous bien, d'accrocher le nom d'un prospect et d'éteindre une hype avec Kabayel. Et où Kabayel, c'est l'inverse, c'est de choper une ceinture, devenir champion du monde, intérimaire, entendons-nous bien, et de pouvoir être légitime pour pouvoir avoir une unification et tenter un long chemin qui va être très long, j'imagine, vers l'Undisputed, parce que je pense que tous les combattants actuels, ils visent l'Undisputed chez les poids lourds, clairement. Et mais le problème, c'est qu'elles vont exploser les ceintures. C'est ça, mais justement, ça va être possible quand Usyk partira, et que toutes les ceintures seront redispatchées, qu'en fait chacun va grappiller une à une, tu vois, donc ça va se on est reparti pour un petit moment. On est reparti pour minimum 5-6 ans. Donc, ouais, et encore 5-6 ans, si t'as un mec de la trempe d'Anthony Joshua, par exemple, un prospect de la qualité d'Anthony Joshua qui avait unifié 3 ceintures déjà à l'époque, qui avait explosé dans l'ère post-Fury. Post-Fury 2015, qui était allé les unifier, réunifier les ceintures que Fury avait perdues, une à une. Donc voilà, il faudrait quelqu'un qui ait la même qualité de promotion que Joshua, parce que ça joue aussi évidemment, qui ait la même qualité de boxe que Joshua, qui ait la même envie, la même patience que Joshua, et surtout qu'on n'ait pas ce problème avec qui ait du temps, et qu'on n'ait pas ce problème qu'on a eu avec la WBC. Avec l'unification entre Wilder et Joshua, par exemple, bien sûr. qui a été alors d'ailleurs, j'en profite puisqu'on parle de l'état de la catégorie poids lourd, j'ai vu pas mal de commentaires parler de ça, de qui a évité qui machin, qui truc. Déjà, je trouve ça bizarre parce que nous, on n'en parle pas dans nos vidéos, donc je trouve ça très bizarre de lancer un débat sur un sujet qu'on n'aborde jamais. Et pourquoi on les aborde pas? Parce que déjà, sauf déclaration officielle du combattant ou de son promoteur ou machin et tout, pour nous ça reste des rumeurs, et voilà. Kabir et moi, ça fait longtemps qu'on fait des sports de combat, et du coup on peut pas se résoudre à dire que quelqu'un fuit, qu'un combattant fuit un autre combattant. C'est pour ça, moi j'aime pas trop ces termes là. Je peux comprendre, je comprends le raisonnement derrière, parce que en plus on est frustré en tant que fan de pas avoir les combats dont on rêve, etc. Là ça commence à arriver, donc on est très très heureux. Mais ceux qui sont fans depuis longtemps, je comprends. On a mangé notre pain noir, c'était horrible. On s'est tapé tous ces combats de merde pour compenser les vrais combats. Oui, Wilder, la promotion, enfin PBC et Al Haymon ont fait
un excellent travail à protéger Wilder en lui évitant toujours les contenders les plus dangereux, et même Fury était un cherry picking, hein, on va pas se mentir, parce qu'il revenait de sa dépression et de ses 200 kilos là, donc tout le monde pensait que Fury ce serait facile pour lui. Tout ça, je comprends vraiment, parce que je l'ai vécu aussi, donc croyez-moi, je vous comprends. Néanmoins, dire qu'un combattant fuit un autre combattant, c'est pas acceptable, honnêtement. Et encore une fois, je vous le dis, avec Kabir, nous, ça fait des dizaines d'années qu'on monte dans des rings, dans des cages, enfin qu'on fait des sports de combat. C'est pas acceptable de dire ça parce que ça n'arrive pas, c'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts, tout ce que vous voulez. C'est du business surtout. Ouais, c'est du business, mais les combattants ne fuient pas entre eux, voilà. Ils ont pas peur ou je sais pas quoi, c'est des calculs, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, c'est ni de la peur ni de la fuite. Et le débat en MMA existe aussi. Sur Jones avait peur d'Ngannou, Ngannou avait peur de Jones, je sais pas quoi. Croyez-moi que des mecs de cette trempe-là, ils ont peur de rien ni de personne. C'est pas de la peur. Ils seraient jamais arrivés aussi s'ils avaient peur de quiconque. Faut le savoir. Voilà, c'est pas de la peur. C'est vraiment pas de la peur. Alors quand j'ai vu que Francis avait peur de Jones, alors ça me rendait fou. Le mec, il a traversé le Sahara à 12 piges, merci. Enfin, peur de quoi? Enfin bref. Donc ils ont pas peur. Il y a des intérêts politiques, des enjeux économiques, mais on peut pas juste faire des trucs hyper absolus comme ça, en mode il fuit machin, il fuit machin, il fuit machin. C'est pas un tel qui a fui machin. C'est toujours beaucoup plus complexe. C'est toujours des histoires de business, de marketing, tout ce que vous voulez. Mais c'est jamais aussi binaire que un tel a peur d'un tel. Voilà. On remet les choses au clair. C'est très énervant. Je suis d'accord avec vous. C'est très énervant ce qui s'est passé avec Fury Joshua, avec Wilder Joshua. C'est très énervant tout ça. Vraiment, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, dans les faits, c'est juste que c'est plus compliqué que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on évite d'en parler. Mais vu que là, avec Wilder et Joshua, il y a tout ce sujet qui revient, je voulais faire une petite mise à jour, comme ça on est tous au clair. Et puis on rappelle et on reste positif sur le fait que les Saoudiens arrivent dans le game depuis quelques années, et toutes ces théories-là sur lesquelles les combats dont certains pensaient que l'un ou l'autre s'évitait, ce qui est faux, on le rappelle, bah en fait ces combats se font. Et donc c'était vraiment une histoire de pognon. C'est vraiment une histoire d'argent en fait et de business. Et donc là, tous les combats auxquels on a rêvé, auxquels on peut rêver, ils peuvent se faire. Et je pense que c'est pour ça que cette vidéo-là, elle a aussi du sens, parce que maintenant, c'est un peu comme si on était en mode crédit illimité et on peut faire les le matchmaking de nos rêves. Maintenant, la seule problématique entre guillemets, c'est la problématique politique, avec tout le système des ceintures, des intérimaires, des title éliminateurs, des mandatories. Mais Dylan vous prépare la vidéo, elle est dans les fourneaux là, pour tout vous expliquer pourquoi. Le script est fini. Pourquoi parfois c'est un peu une salade de combattre un tel, ou pourquoi les rankings sont un peu tordus. Mais sachez que maintenant tous les combats peuvent se faire avec l'Arabie Saoudite qui est arrivée dans ce système-là. Et puis d'ici 2-3 ans, clairement, on peut avoir des très belles oppositions, des ceintures qui seront unifiées, et pourquoi pas un nouvel undisputed après Fury très rapidement. Non mais clairement. Et pour le coup, le fait que Usyk, voilà, ça y est, le fait que Wilder soit plus dans le paysage, parce que on rappelle, c'est pas officiel, mais on rappelle qu'il avait bien expliqué en long, en large, en travers, dans toutes les interviews, que s'il perdait, il partait à la retraite. Donc il y a de fortes chances qu'effectivement il parte à la retraite, parce que de toute façon, après ces 2 défaites coup sur coup, il a plus grand chose à aller chercher, parce que le seul truc, je pense, qu'il maintenait dans le game, c'était le méga fight contre Joshua. Ouais. Qui était, qu'on le veuille ou non, encore un méga fight. On a vu là que Wilder avait plus le feu. Pareil, on a eu des débats en commentaire avec des gens sur qui a donné le blueprint à qui pour battre Wilder. Oui, on fera une vidéo sur la carrière de Wilder pour être plus exhaustif, mais Wilder, on savait qu'il avait des lacunes, etc. Sauf qu'il avait cette droite nucléaire et cette envie de vaincre et cette rage de vaincre qui fait que même s'il était surdominé pendant 11 rounds, on se disait qu'au 12e, il pouvait étaler un gars, et il l'a déjà fait, hein. Donc c'est voilà, contre le Ortiz notamment, où il l'étale en 11e, je crois, alors qu'il est surdominé pendant tout le combat. Pareil pour contre Fury 1, le premier combat, c'est assez impressionnant, le knockdown en fait. Du 12e. Voilà, résilience, il savait, en fait, il avait espoir en sa droite. Bon, là, le problème, c'est qu'il avait plus cette rage-là depuis... Alors, j'ai vu une théorie qui était intéressante, parce que moi, je pense que la trilogie contre Fury lui a pris beaucoup, vraiment. Mais j'ai vu une théorie hyper intéressante quand il a mis le KO à Helenius au premier round, KO qui est assez glaçant en plus, avec Helenius vraiment sur le sol, tout raide, les yeux révulsés et tout. Surtout tu vois, Wilder, il est dans les cordes, il tape en reculant, c'est même pas pleine puissance. Il attrape pas le menton, il tape en plein milieu, c'est très particulier comme KO, on s'y attendait pas.
Et en fait, c'est vrai qu'après le combat, il a pleuré en conférence de presse parce que Helenius, c'est un pote à lui, c'est un mec avec qui il a fait des dizaines et des dizaines de sparring, et il disait qu'il avait eu peur pour son ami, et que il y avait un trauma, et donc il y a des gens, ils disaient depuis. C'est pas con comme théorie, qui disait que depuis on l'a pas vu avec cette rage-là, ni contre Parker, ni contre Zhang en fait, presque avoir peur de faire mal aux autres, tu vois. Je me rappelle de cette interview justement, je sais pas si c'est la même, où il parlait aussi du combattant Pritchard Conlon. Ouais, c'est celle-là. Donc oui, effectivement, tu vois aussi qu'il est... Après, on a toujours vu que c'était quelqu'un de très sensible en dehors du ring. Mais là, il y a une prise de conscience chez lui, t'as l'impression, avec le combat contre Helenius. Et c'est pour ça que du coup, il y avait plus le Wilder tueur là qu'on a eu derrière. Même dans les interviews, là, il en parlait en mode... Enfin, il disait qu'il avait ramené le vieux Wilder et tout, mais ça faisait très forcé, très narratif pour les interviews par les agents, quoi. Ouais. Et donc ce Wilder là qui était là que pour le méga fight contre Joshua en septembre, on rappelle quand même, ça c'est aussi voilà, si Wilder avait gagné, il aurait affronté Joshua à Wembley en septembre. Et Turki l'avait dit justement le soir même, le soir même du combat de la semaine dernière, Turki disait que c'est un combat que les fans voulaient avoir, ils voulaient voir Wilder contre Joshua. Après je pense que Gilles Zhang, encore une fois, c'est un combattant que personne ne veut faire combattre, en tout cas dans les grosses orgas. C'est pour ça aussi qu'il va combattre en Chine d'ici quelques mois. Et on n'aura pas Zhang contre Joshua à Wembley, ça je vous le dis, parce que je vois qu'il y a des débats là-dessus aussi. Prochaine étape pour Joshua, Dubois, Parker ou Zhang. Alors une chose est sûre et certaine, ce sera pas Zhang. Je suis 99,9999% sûr que ce soit Dubois, et il y a une micro chance que ce soit Parker, mais je vous le dis, c'est 0% que ce soit Zhang, ce ne sera pas Zhang. Voilà, il y a pas de débat là-dessus. Ouais, comme dit Kabir, c'est trop un bourbier, pas assez d'oseille, c'est trop compliqué. Il est trop dangereux, Zhang, pour le coup, plus que Wilder, que ce Wilder-là, du moins, que le Wilder qu'on a vu ces 2 dernières années. Il est beaucoup plus dangereux, Zhang, même à cet âge-là, même avec aussi peu de coups envoyés. C'est une trop grosse épine, en fait. Ce crochet du droit en contre, là, c'est l'enfer pour tout le monde. C'est sûr. Et donc, lui, Zhang, il s'est bloqué tout seul, le pauvre. Hein. Mais comme Parker, ils se sont bloqués tout seuls, les pauvres, parce qu'ils ont été justement trop performants, trop bourbiers pour n'importe qui. Et du coup, ils se sont un peu bloqués. Kabayel, c'est pareil. Il a 2 très belles victoires à son actif. Il a un palmarès parfait. Invaincu, beaucoup de KO, puis encore une fois il accroche, enfin il fait dérailler 2 trains de hype d'affilée. Et puis facilement, enfin je veux dire, Marmoudov c'était vraiment facile, et Sanchez pareil, c'était pas non plus, alors que Sanchez c'est quand même un très bon boxeur. Il prend une ceinture, une ceinture à la con, WBC, NABF, continentale, même pas, enfin bref, pourquoi pas. La WBO continentale et la WBC NABF, si je dis pas de bêtises. L'inverse, WBC continentale et WBO NABF. Ah ouais, bon voilà, là, tu vois, bon. Donc voilà, ça c'est Kabayel, il se retrouve à être dans un bourbier aussi, à être trop fort, et pas. En fait, c'est pour ça qu'ils construisent des noms contre des adversaires qui sont pas incroyables, parce que typiquement Wilder, quand il a battu Steve Hearn la première fois et qu'il est devenu champion WBC, c'était déjà un petit phénomène, surtout aux États-Unis, parce qu'il mettait KO tout le monde, et que justement, jusqu'à Steve Hearn, il avait un palmarès de KO parfait. C'est-à-dire, il était à autant de victoires que de KO. Il était à 100%. Il était à 100%. Et donc, et puis bon, après il a continué, il était quasiment à 100% parce que ça a été le seul combat jusqu'à Fury 1 qu'il n'avait pas gagné par KO. Donc c'était beaucoup de highlights qui tournaient sur YouTube de Wilder et tout, donc c'était un phénomène en puissance. Donc il s'était construit comme ça jusqu'à devenir un vrai nom important de la KT et à devenir champion du monde. Le problème, c'est que là actuellement, pour devenir champion du monde, là maintenant à l'instant T là, il faut battre le meilleur boxeur toutes catégories confondues depuis des générations, ou Tyson Fury, qui est un des meilleurs poids lourds aussi depuis quelques générations. Donc là, ça devient compliqué. Tu peux pas battre, sans manquer de respect à Steven, mais c'est pas Steven que tu vas aller chercher là pour prendre une ceinture, ou Charles Martin, je pense à Joshua pour sa première ceinture aussi, à une époque où les ceintures étaient détenues par des mecs un peu, il y avait de tout, quoi, on va dire ça comme ça. Il y avait un peu de tout. Là, il y a, les ceintures sont unifiées, donc il faut battre le meilleur. Mais après là, c'est bouché pendant 1 ou 2 ans max, j'ai envie de te dire. De toute façon, c'est bouché au moins jusqu'à octobre, jusqu'à décembre, pardon, par définition. Oui. Plus la décision post ce qui se passe, suivant ce qui se passe en décembre. Donc effectivement, on a 1 an. Grand max 2 ans. Je pense que les ceintures vont éclater dans max 2 ans. Franchement, je pense même avant, parce qu'à mon avis, je maintiens que
dans un an, de toute façon, je pense qu'en juin 2024, il faudra qu'on revienne sur 2025, pardon. Il faudra qu'on revienne sur cette vidéo en 2025, du coup. Je pense qu'en juin 2025, on aura quelque chose de très clair. Soit Usyk est parti à la retraite parce qu'il a rebattu Tyson Fury et bon, bah, ciao, je pars dans le soleil couchant. Soit Fury a gagné et donc en juin, il combat contre Joshua à Wembley. Soit Usyk a gagné et les deux sont à la retraite, du coup. Donc techniquement, dans un an, c'est soit on a un autre combat undisputed, soit on a un combat pour une ceinture et un autre combat pour une autre ceinture et ainsi de suite, quoi. Pour moi, rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Le teasing. Non, pour moi, ça peut pas se passer autrement que ça. Oui, et oui. effectivement, qui dans un an, si ce n'est Joshua, pour aller. De toute façon, je pense que Joshua, dans un an, il aura son title shot, quoi qu'il arrive. Oui, oui. Bah, il aura bien avant, peut-être. S'il boxe Dubois en septembre, qui gagne? Donc, il a la IBF intérimaire. Rajoute 6 mois à septembre. Mars. Oui, bon, on a 3-4 mois. Il faut qu'il combatte s'il combat contre Fury Usyk, il faut laisser quand même 6 mois minimum à Fury Usyk, qui combat fin décembre. Du coup, juin, ouais, t'as raison. Ça me paraît pas délirant. Wembley, en plus, c'est pas un stade couvert. Ça a son importance aussi dans les dates. En Angleterre, à Wembley. Ouais, tu fais pas de combat en décembre à Wembley, quoi. Donc ça a son importance. Pour moi, on va avoir encore une petite année, on va dire, avec ces trois-là, qui seront les noms unanimement considérés comme les grands patrons, avec Usyk, Fury, Joshua. Et juste derrière, je pense que, en fait, maintenant, l'objectif, c'est de se battre pour savoir qui aura le droit d'affronter Joshua après son combat pour le titre, en fait. Ouais. Donc, dans un an et demi, on va dire, qui aura le droit d'affronter Joshua fin 2025. Voilà, pour moi, c'est à peu près ça le truc. Et toi, tu vois qui? Si tu devais donner qu'un nom. Parker, parce que... Je suis d'accord avec toi, en vrai. Parker, parce que tous les autres, c'est grillé. Gens qui ne feront pas boxer. Les petits jeunes, donc les Kabayel, on va pas leur donner cette chance-là. Anderson, on va pas lui donner cette chance-là. Il y a qui d'autre? Bacolé, je kifferais, mais on lui donnerait pas cette chance-là. Non. Tu vois qui? Ergovic et compagnie, c'est mort. Ergovic, c'est gâté malheureusement. Je sais pas. Moi, je vois que Parker parce que ça ferait un duel qu'on n'a pas, un duel qu'on n'a pas encore eu, un duel attendu quand même, je pense. Et après, je pense quand même que Joshua serait au-dessus, mais Parker, il pourrait aussi créer la surprise. Parker avec Andy Lee, le duo marche vraiment bien. Du coup, un game plan intéressant. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, là, c'est la première. Alors, j'ai dit ça comme si c'était une vérité absolue. Vous vous énervez pas dans les commentaires. C'est la première théorie qui, pour moi et pour Kabir et pour beaucoup de monde, est la plus probable. Voilà. La deuxième théorie, c'est que Dubois batte Joshua en septembre à Wembley. Hein. Attention, ce serait incroyable. Et ça, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Bon, mais c'est un underdog, on va pas se mentir. Mais ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable que Dubois parvienne à battre Joshua. Ça redistribue. Je pense que Joshua a toutes les armes pour battre Dubois, moi personnellement, et c'est pour ça que là on fantasme, si vous voulez, on part dans des théories fumeuses. Pour moi, la théorie, c'est que Joshua dans un an a son title shot. C'est ça. Mais ça se trouve, dans un an, c'est Dubois qui a son title shot. C'est ça, parce que c'est aussi, encore une fois, c'est la boxe. C'est la boxe poids lourd. C'est les poids lourds. Il suffit d'un coup. Ouais, c'est ça. Surtout que Dubois, il frappe vraiment fort. Hein, oui, il y a aucun doute sur ça. C'est juste que je pense qu'il manque pas mal d'expérience. On l'a vu, on le voit dans ses combats, mais d'un autre côté, on voit aussi qu'il progresse fight après fight. C'est ça. Et du coup, sur un Joshua qui est pas en forme pour X ou Y raison et un Dubois très en forme ce soir-là, enfin, encore une fois, c'est des sports de combat, c'est de la boxe et tout. Bon, Dubois, il est en pleine confiance, il a complètement changé son mindset là depuis quelques mois, donc on peut être très surpris. Encore une fois, je pense que Joshua a tout ce qu'il faut. Ça n'empêche pas que Dubois peut l'emporter, auquel cas, si Dubois l'emporte, Dubois aurait son title shot en juin prochain. Sauf que, et là, ça fout le bordel, parce que de toute façon, je pense que les Saoudiens, comme les promoteurs, que ce soit Warren et Hearn et Haroum, veulent absolument faire Fury Joshua avant que Fury parte à la retraite. Peu importe qu'il y ait des ceintures, peu importe, ils veulent un Fury Joshua dans tous les cas. Donc, même si Fury perd le rematch contre Usyk, si Joshua perd le combat contre Dubois, on aurait, je sais pas moi, Dubois contre je sais pas qui, parce que bon, d'ici là, tout peut changer, mais contre Parker, imaginons, pour un title shot, bon, peu importe. On aurait quand même Fury Joshua, je pense,
Et ce serait quand même le main event. Oui. Donc, après, est-ce que ce combat se ferait pas trop tard? On a déjà la réponse, je pense que oui. Si, mais bon... si, évidemment que ce serait trop tard et évidemment qu'on aurait aimé le voir ce combat en 2019, en 2020. Ça, c'est évident. Maintenant, Joshua est sur une deuxième jeunesse un peu, même si encore une fois, il n'a pas affronté les combattants les plus difficiles de sa carrière, mais il est quand même, en termes d'agressivité dans le ring, de statitude un peu de tueur qu'il avait là quand il était jeune, on est en train de retrouver un peu le prime Joshua, au moins sur l'attitude. On n'a plus trop le Joshua qui boxe sur son jab, qui est flippé de prendre un contre post-Andy Ruiz 1. Et Fury fait le meilleur combat de sa carrière contre Usyk il y a un mois. Donc c'est vrai que tu te dis c'est trop tard et en même temps. Alors peut-être ouais. Alors peut-être Fury a jamais été aussi fort. Joshua, Fury, on verra Fury, on verra au rematch. Hein, ça se trouve c'était la dernière cartouche qu'il avait. Hein. Mais pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que Fury a jamais été aussi fort, a jamais été aussi performant et intelligent dans un ring, et que Joshua est en train de reprendre ce Joshua. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui disent qu'ils aimeraient bien revoir Usyk Joshua parce que c'est pas le même Joshua. Donc 3 fois, ça fait beaucoup. Non, moi je suis pas d'accord. S'il y a eu 2 défaites assez flagrantes, pour moi il ne faut pas une troisième, ça suffit. Même pour Usyk, c'est un risque inconsidéré, honnêtement. Exactement. Donc pour moi, la façon dont ça va se dessiner, voilà, je me mouille vraiment. Je pense que Usyk va gagner le rematch contre Fury. Voilà, j'avais dit que Fury allait gagner le premier combat par KO au 10e. Bon, bah, je mea culpa. Là, je pense vraiment que Usyk va gagner le rematch. Je pense que Usyk va partir à la retraite, que les ceintures vont éclater, que Joshua va battre Dubois en septembre à Wembley, que du coup, on aura un Fury Joshua pour la ceinture IBF à Wembley en juin 2025. Et ils se battraient tous les deux pour un titre, pour 2 titres assez importants. Le titre Ring Magazine qui serait mis en jeu parce qu'ils seraient quand même considérés comme les 2 meilleurs poids lourds. Et le titre IBF. Et du coup, ils combattraient pour devenir champion du monde une 3e fois, tous les deux, et rejoindre Mohamed Ali. Ça, c'est de la théorie qui théorise. Hein. Mais ouais, en tout cas, j'aimerais. Je lis One Piece, moi, donc c'est vrai que. Pareil, j'aimerais que ça se fasse comme ça, en tout cas. Mais bon, encore une fois, ce qui est beau aussi dans la boxe, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri d'une retraite, on n'est pas à l'abri de X et Y. On n'est à l'abri de rien, on n'est pas à l'abri d'un exploit de Dubois, que Fury gagne le rematch, que Joshua se blesse, qu'on finisse par un Parker Kabayel pour le petit. Enfin, je veux dire, tout peut arriver dans la boxe. Mahmoudov Anderson pour le titre. Pour le titre Ring Magazine. Non, c'est un peu le principe de la boxe. Moi, je vais me mouiller comme ça. Ouais, je suis plutôt en phase et je trouve que la théorie, elle tient debout parce qu'en vrai, on rigole, mais elle tient totalement debout parce que vu la conjecture et vu aussi, encore une fois, tous les aspects business liés à une opposition Fury-Joshua, il y a aucune raison de pas faire ce combat avant 2025 parce qu'après, ce sera très compliqué avec un Fury qui sera certainement au bord de la retraite. Et un Joshua qui sera sur d'autres fronts parce que bien sûr il aura l'IBF, mais je pense que lui ce qu'il viserait c'est l'Undisputed forcément. Il vise l'Undisputed, il a toujours dit, et Eddie Hearn est capable de garder Joshua actif et de le faire combattre 4 fois par an, on le sait. Ouais. Là en plus avec l'argent qu'il y a par les Saoudiens, il combattra 4 fois par an s'il faut pour aller chercher les ceintures, puisque là il est quand même déjà beaucoup plus actif qu'avant. Oui. Pareil pour Parker. Et plus t'es actif pour un boxeur, meilleur c'est pour toi, hein, on va pas se mentir. Et Fury justement, son inactivité lui avait beaucoup coûté. Là, s'il combat, on va dire 3 fois en 1 an, pour faire 2 fois Usyk, 1 fois Joshua, bah, c'est du grand Fury et après il peut partir à la retraite éventuellement, sachant que de toute façon, encore une fois, hein, que Fury soit minable dans le combat contre Usyk, le combat contre Joshua sera quand même. Il voulait faire Joshua Wilder, alors que Wilder a rien montré depuis un moment quand même. Exactement. Donc c'est juste du pognon, tu vois. C'est juste des combats marketing. Turquie, je pense pas qu'il ait forcément l'aspect sportif au premier plan. Ça reste un businessman. Donc c'est l'aspect financier. Bah, il nous parle à longueur de journée de Canelo contre Crawford et de Inoue contre mal à la tête, Tank. Bon, alors c'est les Dream Match. La semaine dernière, c'est insupportable, vraiment. On fera des vidéos comme ça un jour sur les Dream Match parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi. Les Dream Match entre générations, parce que ça fait longtemps que ça existe. Hein, ça existe depuis l'époque de Mohamed Ali. Hein, dans les années 60 à la télé, ils faisaient des simulations entre Mohamed Ali et Marciano. Ben Lee. Après, on a eu
On a eu les simulations entre Ali et Tyson. Enfin, on a eu le droit à tout. On a eu les simulations entre Rocky Balboa et Antonio Tarver et dans Mason Dixon. C'est ça, dans Rocky Balboa. Mais on a toujours, enfin, c'est un truc qui a toujours existé, donc c'est un truc qui a toujours fait fantasmer les fans. Moi, je suis pas hyper fan de ça parce que chaque génération a ses particularités. Mais on fera les Dream Match en mode Nick, on peut faire des Dream Match sur 8 catégories différentes apparemment. Ouais. Genre là, il fait que dire que Bivol, il veut le faire combattre contre Opetaya. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé de ça. Opetaya veut monter aussi de catégorie. Ça a son importance. Le champion Ring et IBF des poids lourds légers, du coup, veut monter en poids lourd. Il a à peu près le gabarit d'Usyk, hein, donc ceux qui disent qu'il est trop petit pour les lourds, aïe 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 mon dieu, pas possible de pas apprendre comme ça. Oui, mais Usyk il boxait en poids lourd en amateur. Oui, bah les poids lourds en amateur c'est moins de 93, donc c'est exactement les cruisers en professionnel. Enfin, faut arrêter avec tout ça. Il a le même gabarit qu'Usyk et Usyk a prouvé que c'était pas une histoire de gabarit. Opetaya a largement ce qu'il faut pour combattre chez les lourds et être un contender très sérieux. Apparemment, il y aurait un combat potentiel contre Badou Jack pour une unification IBF WBC Ring. Tu disais qu'on les avait vus en photo, justement. On les a vus en photo au premier rang, avec Turquie au milieu, avec écrit News Coming Soon, blablabla. Badou Jack, qui vit en Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises, donc très proche aussi il est à tous les événements, enfin voilà. Je pense que c'est un combat qui peut se faire pour une unification, et derrière, Opetaya peut monter en lourd, et s'il est champion IBF WBC, eh ben, croyez-le ou non, quand on monte de catégorie et qu'on est champion dans une autre catégorie, on grille les places de mandatory. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec Usyk. Usyk, en montant, en étant champion Undisputed Cruiser, quand il est monté, il était le mandatory WBO parce qu'il a demandé à être le mandatory WBO. Donc si Opetaya monte et dit bah moi j'ai envie d'être le mandatory IBF, il grille la cartouche au mandatory IBF. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est dingue. Donc Opetaya peut aussi dans un an combattre pour le titre poids lourd. Hein. Voilà. Ça pourrait aller très vite avec ce combattant. Justement, comme il est poussé aussi par Turquie, ils vont combattre assez régulièrement et donc pareil, ils pourront. C'est pas nous qui décidons, mais ils pourront le faire boxer contre presque n'importe qui du top 10. Hein. Oui, oui. Il y a Opetaya, voilà, j'avais oublié d'en parler, je savais que j'avais oublié un truc, donc j'en parle en fin de vidéo, dommage. Mais il y a Opetaya, et ça a vraiment son importance, qui peut complètement bouleverser, et pour le coup, qui peut aller chercher, lui, un Parker, un Zhang, tu vois, lui, pour le coup, un Kabayel, c'est peut-être l'élément déclencheur, parce qu'il va pas combattre pour le titre dès qu'il va monter, comme a fait Usyk. Il va y avoir 2-3 combats de préparation pour s'habituer au poids lourd, pour s'habituer, voilà, au clinch, au poids lourd et tout, enfin, c'est différent quand même. Donc il peut y avoir des combats de préparation quand même contre le top mondial, tu vois. Opetaya, t'es pas à l'abri que dans un an et demi, il combatte pour un titre poids lourd, quoi. T'es pas du tout à l'abri, surtout qu'il est, encore une fois, il est champion IBF, donc il peut tout à fait combattre contre Joshua, par exemple, ou Dubois. Tu vois, le vainqueur de Joshua Dubois. C'est clairement possible, c'est pas une éventualité à barrer, et ça peut être un combat qui se fera. Et en plus, sportivement, ça pourrait être vraiment très très intéressant. Voilà. Et je pense que là je pense qu'on a tout dit, ça fait quasiment 1 heure de vidéo. On s'était pas donné de limite et bon là on va arrêter, mais si on se donne vraiment pas de limite, on peut faire des vidéos de 2 heures, vous commencez à nous connaître. De toute façon vous l'écoutez comme un podcast en faisant la cuisine ou en faisant la lessive, on vous connaît aussi, hein, on fait pareil. Donc on espère qu'on vous a aidé à passer le temps avec ce petit hors format. On va essayer de faire un maximum de hors format justement sur plein de sujets d'actualité de la boxe et pas que des previews et des récaps. Vous faire des vidéos aussi historiques, ça il nous tarde beaucoup avec Kabir parce que c'est un truc qui nous tient énormément à cœur, l'histoire de la boxe. Effectivement, on a pas mal écrit chacun de notre côté et puis voilà, on a des trucs qui sont prêts, qui sont dans le four là, donc il y a plus qu'à les tourner. La vidéo explicative arrive très vite, je sais que je fais que vous le dire, mais je vous expliquerai quand elle sortira. Pourquoi elle prend un peu plus de temps que prévu, mais le script est fini. Il y a tout ce qu'il faut dedans et je pense qu'on a fait un travail assez unique au monde, honnêtement, de collecte d'informations et de vulgarisation du bordel qu'est la boxe anglaise. Pour que vous compreniez, on a pris un angle assez intéressant, j'espère que ça vous plaira. Et puis comme d'habitude, hein, vous nous dites vos théories en commentaire, vous nous dites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, enfin voilà. On débat tant que c'est dans la bonne humeur et dans le respect, c'est toujours agréable de voir qu'on n'est pas tous d'accord et heureusement, et de voir que la boxe c'est un sujet clivant parce que c'est un sujet qui tient vraiment vraiment à cœur. C'est ça. Et je comprends parce qu'on est pareil avec Kabir. Donc de toute façon on vous lit et on vous répond. Donc franchement on attend vraiment vos commentaires. Et merci hein, depuis le début, ça fait un bon mois qu'on fait des vidéos pour Fightman. Vous faites que des super retours et puis quand il y a du débat c'est toujours très très bienveillant, donc ça fait vraiment plaisir. Oui, il y a franchement une communauté au top.
Eh bien, merci à tous, merci Kabir pour cette vidéo d'une heure, cette discussion informelle autour de la catégorie des poids lourds et de ce sacré bordel que c'est. On espère que vous y voyez plus clair. Si on n'a pas été assez clair ou assez exhaustif, bah dites-le nous, parce que là c'était vraiment une discussion, il n'y avait rien d'écrit. On a pris cet angle volontairement de dire on va discuter entre fans de boxe comme vous le faites, hein, comme on le fait tous, de ce qui est en train de se passer, et on va vous balancer nos théories plus ou moins fumeuses. Donc on n'a rien écrit. J'espère qu'on était quand même assez clair sans suivre de conducteur et qu'on s'est pas éparpillé dans tous les sens. On a fait notre maximum pour que ce soit agréable à écouter du moins. Et puis je vous dis à très bientôt sur Fight Minds pour une vidéo de boxe anglaise. À la semaine prochaine. Bisous, ciao. Ciao.